Bonjour à tous, nous sommes le 2 février en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2020. Ça fait 3 jours, c'est le 3e jour que je n'ai pas fait d'update, 2 jours entiers se sont écoulés sans que je fasse des mises à jour. Je l'ai regretté hier parce que Armel Tripon est arrivé et puis qu'il s'est passé des choses intéressantes avec la trajectoire de Clarisse Kremer. Ceci dit, bien aujourd'hui, on va faire à jour. Donc, on va commencer par, on va étudier le classement de des bateaux qui sont dans l'hémisphère nord. Les bateaux qui sont dans l'hémisphère sud, ou en tout cas, oui, Amiral Cousin vient juste de passer l'équateur, mais ces bateaux-là derrière, on n'aura pas forcément le temps de les analyser, sachant qu'en plus leur état d'esprit est quand même moins compétitif que ce groupe-ci qui est encore très fortement en compétition et qui me semble plus intéressant d'analyser pour le moment. On ira chez eux un peu plus tard, les voir un peu plus tard. Donc, on va commencer par Clarisse Kremer et regarder un petit peu quelle est la différence entre le routage que nous avions fait et la route qu'elle a prise. Je vais peut-être me placer pile poil ici. On peut voir que, en fait, la dernière fois que j'ai fait un routage, donc on va prendre un petit screenshot de mon routage. J'ai perdu le routage que j'avais fait. On peut voir que elles étaient situées un petit peu juste à la pointe de l'Espagne. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Donc juste en dessous des Açores en fait, et on avait prévu qu'elle ferait une belle courbe en trajectoire comme ça. Les deux routes, la route rouge était la route à plus extrême, c'est-à-dire sans limite de vent et de mer, et on savait que c'était pas ça qu'elle ferait. Et puis la route bleue était une très très longue et qui évitait le plus de la mer, je crois 5 mètres de creux maximum. Elle a fait une route un peu intermédiaire, assez proche en fait de la zone rouge. On va regarder un petit peu. Je pense que ce qu'elle a fait, donc on a fait cette belle courbe comme ceci qui suivait le vent, et ensuite ce qu'on appelle une aile de mouette. Elle a empanné et est remontée comme ça assez droit, et donc dans un seul bord. Et je pense que donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée assez loin ici comme ceci, et sur ce bord-là, plutôt que de redescendre pour éviter et faire une route très longue et éviter le plus de la mer, elle est remontée au nord comme ceci, pour ensuite empanner et se retrouver sur cette route juste au nord de l'Espagne. Lorsque je regarde le routage aujourd'hui, bon, il reste plus grand chose à faire, c'est la route ici que vous voyez. Elle est située juste au nord de l'Espagne pour le moment, là où j'enregistre, et elle est supposée arriver le 2 février, donc le jour où vous regarderez cette vidéo probablement, le soir, en début de soirée, vers 20h. Je crois que mon routage m'indique 19h45 UTC, donc ça fait 20h45 UTC, sachant que la qualité de mes grimes ne me permet pas de faire une bonne précision, n'est pas très précis, surtout au niveau des côtes, donc il est possible qu'il y ait un certain ralentissement, vu qu'au niveau des côtes, souvent il y a un peu moins de vent, des effets de bord. On peut voir que les conditions seront modérées quand même, elle a passé le pire, enfin au début en ce moment elle a encore 30 à 45 nœuds de vent, donc ça va être quand même assez musclé, mais d'ici peu de temps elle aura quand même moins de vent, 20 à 35 nœuds quand même, hein, c'est pas mal, et puis oui elle va arriver quand même, ça va être assez musclé. Alors les rafales localement peuvent être assez différentes malgré tout, mais ça s'annonce assez fort, avec un vent qui faiblit sur la fin. Donc elle devrait arriver quand même juste à l'arrivée des sables, dans des conditions relativement maniables qui lui permettra d'entrer. On va regarder vite fait si elle peut se faire la marée ou pas. Voilà les heures de marée, le 2 février au Sable d'Olonne. Et on peut voir ici la hauteur d'eau qu'il y a. Il faut au minimum 4 mètres, 50. Hein, donc c'est vraiment au-dessus de cette petite zone-là. Les coefficients sont en train de redescendre. Et donc on peut voir que elle est supposée arriver à 20h45. Ça va être probablement pas possible, malheureusement pour elle. Alors si elle arrive un peu plus vite que prévu, hein, j'utilise une polaire qui est non foiler, mais c'est quand même peu probable, hein, elle arrive quand même plutôt à la fin de la fenêtre, et il va peut-être lui falloir attendre 12 heures, hein, c'est un peu plate, mais elle rentrera peut-être le 3 février. Ceci dit, si elle cravache vraiment fort, peut-être qu'elle a une chance de passer juste avant, ça lui fait arriver à 21h15 au minimum, ça va être un petit peu difficile, malheureusement pour elle. Alors on va regarder maintenant ceux qui sont juste derrière, en 13e et 14e position. J'ai regretté de ne pas faire l'analyse hier et de vous la publier. Je ne l'ai pas faite du tout, c'est rare. Les deux bateaux n'ont pas pris la même option. Et ça, j'ai du mal un peu à le voir pourquoi. C'est un peu tard maintenant. Jérémy Bayou est parti sur le sud, comme ceci, et pendant que Romain Athanasio est parti au nord. Alors bien sûr, il faut savoir que Charal est un bateau tout neuf, hein, donc il est
supposément quand même nettement plus rapide que le bateau de Roma Attanasio, qui je crois est une version 2007-2008. Et donc c'est intéressant de voir à quel point ils étaient vraiment collés. Hein, le passage de cette fameuse dorsale dont il parlait, si vous avez vu les vidéos, c'est cette zone de faible vent pour aller chercher cette bordure-là, passer sur un peu une dorsale et puis remonter au-dessus. Et donc les voilà passés et ils sont dans du bon vent. Hein. Charal fait environ 15 nœuds. Bien sûr, Roma Attanasio fait un peu moins vite en ce moment, à 11 nœuds. Il a quand même du bon vent. On va regarder un petit peu leur route. Donc si on louit la météo un petit peu, on peut voir déjà que les routes sont quand même relativement proches. Il y a quelques différences. Le passage vers le sud permettra à Jérémy Bayou de faire une route un petit peu plus directe, notamment sur la fin. C'est aussi dû probablement à la polaire qui est différente. Je n'utilise pas tout à fait le même polaire pour les deux bateaux. Et donc Charal a pris la place de Roma Attanasio, est passé en 13e place. Et il devrait la conserver a priori, étant donné la puissance de son bateau. Si on lit un peu la météo, on voit que ils vont avoir encore des conditions assez musclées dans cette zone-là. Hein, 35 nœuds de vent en rafale, 25 bien annoncé, sachant que localement il pourrait y avoir plus. Et avec ensuite un enchaînement le long de la côte espagnole, juste après ce passage avec un peu moins de vent. Et puis l'arrivée devrait se faire dans des conditions assez molles. Alors, Roma Attanasio avait mentionné qu'il y a 2 jours, c'était plutôt des 45 nœuds de vent au près, ou 40 nœuds de vent au près. Là, c'est plutôt très mou, pas très peu de vent. Je pense que c'est lié à cette dépression-là qui se déplace pas très vite. En tout cas, c'est ce que je comprends bien. Ou alors, c'est celle-ci dont il parlait. J'ai pas fait l'analyse hier, je peux pas vous dire. Mais les conditions d'arrivée pour le moment sont prévues pour être assez molles, avec peu de vent. Et puis, on peut regarder, c'est peut-être un peu tôt, mais on peut regarder vite fait s'ils arrivent de jour ou de nuit. Ils arrivent plutôt de jour pour le moment, à 15 heures, heure française, pour Charal. Peut-être un peu plus après pour Roma Attanasio, on peut regarder vite fait. Oui, c'est celui-là. Je suis perdu. Ah oui, j'ai retrouvé. Donc en fait, Jérémy Bayou est arrivé pour l'après-midi, et puis pour le moment, Romain est annoncé pour le lendemain matin. Ce qu'il avait un peu dit, hein, ma prédiction est plutôt pas mauvaise, parce que je sais qu'il avait dit, il avait fait une conférence, enfin une vacation radio, où il annonçait plutôt arriver le 6 au matin, et pour le moment, c'est pas mal ça qui est annoncé. Pour moi aussi, donc ça a l'air de concorder. C'est pas trop con ce que je dis, je crois. On va maintenant s'intéresser à ce groupe de bateaux, en commençant par ceux qui sont devant, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 premiers bateaux, avec Médalia un peu en arrière, pour voir un petit peu, on avait parlé de l'option Ouest la dernière fois, et du fait que pour Arnaud Boissière, il était plutôt intéressant de contrôler la flotte et de prendre cette option, pareil que les autres, plutôt que de partir sur une option Nord plus courte, qui pouvait permettre de gagner beaucoup de temps, mais pas de gagner une place, et donc, vu son objectif de finir le Vendée Globe et de défendre sa position, il était plus malin pour lui de conserver une option, de passer par le même endroit que les autres et de rester en avant. Donc quand on regarde les routes de ce groupe-ci, donc j'ai pas regardé tout le monde, mais comme ils sont assez compacts, j'ai routé deux bateaux dans ce groupe compact et puis Médalia en arrière. On regardera Didac Costa après. On peut voir cette fantastique courbe très qui les amène au milieu de l'Atlantique Nord. Pour tous ces bateaux-là et avec peut-être même et qui confirme un peu, j'allais dire, ce que Pip A avait mentionné lorsqu'elle avait passé le poteau noir, où elle avait dit je passe le poteau nord plus à l'ouest, ça me donne un angle un peu moins bon après, mais a priori le positionnement ouest est favorable pour prendre ensuite le train des dépressions au nord, ce qui est vraiment confirmé quelques jours plus tard. Son analyse était correcte parce que maintenant bon les fichiers météo sont plus précis vu qu'on est beaucoup plus proche en temps de ces trains de dépression au nord. Et c'est beaucoup plus marqué que lorsque les premiers sont passés. Hein, on se souvient de Louberton le plus à l'ouest, il n'était pas aussi à l'ouest que ça, et les autres ont passé encore plus à l'est, donc la route de ce groupe-ci est beaucoup plus longue. On peut observer quand même quelques différences de route, notamment par le fait que Médalia est un peu en retard, mais aussi parce que elle a un bateau un peu plus vieux, j'ai pas la même polaire. Hein. C'est une approximation, c'est pas facile pour moi d'avoir sa polaire exacte, mais parce que c'est un bateau vieux mais boosté, donc c'est un peu compliqué de savoir exactement. Ceci dit, on peut voir que c'est vraiment celle qui devrait passer le plus à l'ouest. Et on peut voir que, et on va regarder un petit peu si les écarts ont tendance à s'augmenter ou se réduire. J'ai de bonnes nouvelles pour Pip A. Alors on va lire la météo. Lorsqu'on regarde, c'est un petit peu lent, excusez-moi, voilà. L'objectif pour ce groupe-ci, on peut voir, si j'interromps ici, on voit que en fait, on pourrait partir directement, faire route directe vers les sables, et on se retrouverait dans un tunnel extrêmement large, qui est assez loin de ces routes optimales calculées. La raison étant que c'est une route qui, pour le moment, les amène très loin ici,
tandis qu'on pourrait faire une route directe, mais beaucoup plus lentement, entre deux dépressions, dans un vent faible, pour ensuite rencontrer des vents du nord, au contraire, ce qui est maintenant trop tard pour le faire. Donc je m'attends à ce que tous les bateaux partent, vraiment continuent, poursuivent cette option nord-ouest, et remontent pour aller chercher ce train de dépression ici, qui est pas extrêmement fort, donc ce qui devrait les permettre d'en profiter vraiment bien, de manière assez, sans prendre de risques énormes. Et donc c'est cette dépression-là qu'ils vont chercher, qui se déplace pas très vite, et ensuite qui vont, on voit bien cette courbe énorme, à quel point ça accélère, parce que faire de route directe, c'est se retrouver encalminé dans cette grande zone-là, donc c'est pas du tout intéressant, et qu'il est un peu tard pour faire demi-tour et repartir plein est comme ceci, face au vent au final. Et donc cette route nord va les amener, cette route ouest va les amener au nord comme ceci, en étant soufflés par cette dépression-là, un peu comme dans les routes du sud, dans les mers du sud. Et puis on peut voir aussi que les écarts ici, ça c'est Médalia en fait. A priori, elle va avoir la chance de pouvoir profiter de cette dépression-là un peu plus tôt que les autres parce que, vous voyez, en même temps, mais un peu plus tôt en termes de distance. Un peu plus vite, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, comme elle est en arrière, elle va en profiter en même temps, ce qui est quand même, les autres vont avoir plus de temps à la chercher, et donc va permettre de rattraper un petit peu de son retard, sachant que bon, la polaire que j'utilise n'est pas extrêmement précise pour elle, et elle devrait donc prendre le même train que les autres, et donc se retrouver, en tout cas en termes, probablement pas être capable de reprendre l'avantage, enfin ce serait à voir, mais en tout cas faire une arrivée relativement proche des autres, ce qui serait quand même très agréable pour elle. Et puis pour ces autres groupes, on peut voir que les écarts vont devenir 0, parce qu'en fait, c'est encore un peu loin, je vous l'avoue, c'est à 8 jours, je crois, 7 jours, on va regarder, 8 février, 7 jours, un petit peu, ouais, 7 jours, on est le 1, ouais, c'est plutôt 8 jours. La météo à 8 jours annonce une grande zone anticyclonique qui se s'établirait sur la France. Il va faire peu de vent, je sais pas s'il va faire chaud, mais peu de vent. Et on peut voir que les écarts entre les premiers de ce groupe, donc la Micaline, la Fabrique, etc., vont se retrouver tous collés en un seul bloc. J'utilise les mêmes polaires, donc c'est des bateaux qui ont quand même certains dégâts, notamment la Fabrique qui n'a pas pu quiller son bateau et donc désavantagé. Mais là-dedans, il y a d'autres. Stéphane le dit raison, lui, de ce que je sais, n'a pas de gros dégâts. Et puis nous avons Kojiro, que j'ai routé avec la même polaire parce qu'il navigue sur les freins un peu avec ses voiles un peu bricolées, réparées. Malgré tout, il pourrait passer devant, ça serait pas impossible, et il est pas impossible que Arnaud Boissière doive se défendre sa 15e place de manière plus difficile que prévu. Pip Art étant un petit peu sur l'arrière, probablement, mais pas forcément très très loin. On verra un petit peu, ça dépendra beaucoup de la météo, c'est quand même un peu à loin, mais c'est un groupe qui se restera à suivre et qui a des chances de se retrouver un peu plus serré. Maintenant, la question que je me pose, c'est ce groupe va se resserrer beaucoup. Est-ce que Didac Costa, qui est encore plus en arrière de Pip Art, va avoir la chance de faire partie du même train ou pas? Et des fois, en voile, ça peut se jouer à pas beaucoup pour se retrouver proche des autres ou complètement largué. Donc pour la mettre bien en valeur, je l'ai mis en blanc ici, c'est la route de Didac Costa. On peut voir déjà que tout de même, c'est pas du tout la même, c'est quand même une route assez différente de Médalia, disons, qui est devant lui, oui, pardon, et surtout en la fin, qui semble de passer vers le nord. Ça nous indique quand même une bonne chance que ce soit pas exactement le même train météo. Et donc ce qui compte en fait comme train météo dont on parle, c'est prendre la même dépression ici, sinon on se retrouve dans un autre système météo. Et on peut voir que si les autres devant vont prendre l'avant de la dépression, lui va se retrouver de justesse possiblement à l'arrière, et vraiment de justesse, et c'est pour ça d'ailleurs que sa route est plus sud, parce qu'il va pouvoir prendre un petit peu la branche sud de cette dépression-là, mais à l'arrière. Donc, je rappelle, quand on est à l'arrière d'une dépression, le vent a bien soufflé fort, la mer est pas mal démontée, et il est plus difficile de faire avancer le bateau. Donc mais ma polaire n'en tient pas compte. Donc il y a des bonnes chances que on peut voir l'écart ici qui grandit beaucoup avec Médalia, pendant que Médalia, elle, raccourcit son distance par rapport à ceux de devant. Donc a priori pour Didac Costa ça va être compliqué et il a des chances de faire une arrivée plutôt décalée avec ce groupe-ci. C'est pas fini, les conditions météo sont pas évidentes à négocier quand même, ce sera beaucoup de vent, les bateaux et les marins sont fatigués, donc des choses peuvent se passer. Et notamment, je pense que ce serait quand même intéressant de suivre vraiment Kojiro Shiraishi avec son bateau très récent mais abîmé, savoir s'il va tirer l'épingle de son jeu, finir 15e ou pas. Ça va être intéressant. À la limite, c'était le risque quand même pour Arnaud Boissière de contrôler la course. Il n'a pas perdu, mais il va lui falloir se défendre pour vrai. N'oublions pas que ça reste une course, même pour ceux qui sont là d'abord et avant tout pour l'aventure. Je pense que ça reste une belle compétition à suivre.
Voilà, sur ce, je vous souhaite bon vent, bonne mer et à demain.